to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un avis lecture spécial littérature asiatique. Il y a des titres, quelques nouveautés, notamment c'est plus des nouveautés d'avant l'été, vers juin-juillet on peut dire. Après il y en a un qui date un petit peu, mais pour l'ensemble vous avez 3 titres qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Alors le premier dont je vais vous parler, il s'agit du dernier Durian Sukegawa, c'est les chats de Shinjuku. Alors là c'est les épreuves non corrigées que j'avais. Moi j'avais adoré Les Délices de Tokyo, qui est vraiment un très beau titre. D'ailleurs si vous l'avez pas encore lu, vraiment lisez-le parce que c'est un titre qui fait du bien et en même temps qui est une lecture très émouvante. Les chats de Shinjuku, on sort un tout petit peu de son registre au niveau du début de l'histoire, étant donné qu'on suit un jeune homme qui veut travailler dans les médias, dans la télévision, mais il n'arrive pas très bien à trouver sa place. Il y a tout un côté aussi où on nous explique qu'est-ce qui arrive à ceux qui débarquent dans une entreprise et qui sont les jeunes recrues, qui sont un peu les stagiaires, les bleus, tout ça, ce rapport-là aussi de légitimité ou d'ancienneté. Il y a vraiment cette partie-là qui est très bien expliquée. Et ce jeune homme est un peu déçu de ses débuts dans ce milieu-là. Il décide d'aller à Shinjuku, il s'arrête dans un bar. Et là, dans ce bar, il entend deux hommes en train de parier. Enfin, en tout cas, il lui semble que ces deux hommes parient sur quel chat va apparaître à la fenêtre du bar. Et il se dit, mais c'est quand même assez étrange. Et du coup il décide de leur poser la question et il va rentrer dans un univers assez farfelu. En fait celle qui tient le bar a dessiné les chats, elle a fait toute une affiche avec chacun son petit nom, sa particularité physique. Et en fait il y a deux amis qui viennent dans ce bar assez régulièrement et depuis peu ils se sont dit bon on va parier mais ça reste gentil, ça reste pas, on rentre pas dans les paris vraiment le côté voilà, casino, ce genre de choses. Non, on est sur un pari très sain où ils disent bah tiens moi je pense que ça va être tel chat qui va passer ou moi je pense que ça sera tel chat et en fait ils parient des choses qu'ils vont acheter à celle qui tient le bar. Et lui il rentre dans ce jeu là jusqu'à vraiment aussi enquêter du côté de celle qui tient cette échoppe, qui elle est, pourquoi elle a dessiné les chats, qu'est-ce que ça représente pour elle. Il y a vraiment tout ce côté un petit peu d'enquête, un peu journaliste qui vient prendre part et c'est très sympa, c'est vraiment très plaisant. J'ai moins retrouvé la délicatesse justement des délices de Tokyo, mais on y revient quand même un petit peu dans l'histoire. Elle n'est pas là tout de suite, ça reste assez léger, on y vient au fur et à mesure, mais au début, si vous vous attendez à trouver la même plume que les délices de Tokyo, vous allez avoir un petit peu de mal. Voilà, au début de l'histoire. Après, il faut savoir que moi j'avais les épreuves non corrigées. Donc depuis, ils ont peut-être corrigé un certain style ou certains mots, ça peut arriver. Mais je pourrais vous le dire que si je lisais la version finale. Mais voilà, je n'ai pas été déçue de ma lecture, mais je m'attendais quand même à autre chose. C'est un beau livre. J'en ai encore un, je crois que j'ai Le Rêve de Ryosuke à lire. Oui, Le Rêve de Ryosuke. J'ai aussi celui-ci dans ma pile à lire de Durian Sukegawa. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je lirai aussi l'autre. Mais pour l'instant, Durian Sukegawa, c'est une plume que j'aime beaucoup. Ensuite, on s'attaque à un autre classique. Alors il a 2 titres en fait ce roman. Moi j'ai trouvé la version grand format et l'un des titres chez Emmaüs c'était Konbini de Sayaka Murata. Là c'est une grande version mais en fait il est connu par La fille au Konbini aussi, ce titre là. Il est sorti en poche, c'est un titre qui a déjà fait parler de lui assez souvent, mais j'étais curieuse de voir pourquoi il plaisait autant et pour le coup j'ai été très surprise. On est sur un autre style de lecture, c'est peut-être l'auteur aussi qui fait ça ou peut-être la traduction, mais on découvre une jeune fille qui est jamais rentrée dans le moule en fait de la culture japonaise. Et elle a trouvé un réconfort dans le Konbini parce qu'il y a beaucoup de codes, beaucoup de règles, beaucoup de sécurité, beaucoup de choses qui sont actées et que ça ne sera pas autrement. Et du coup elle va s'enfermer un petit peu dans ce réconfort, mais elle ça lui plaît, ça maintient. Elle trouve une nouvelle manière de penser qui est plus raccord avec les autres, alors que elle, si elle se laissait faire, si elle se laissait porter par ses propres pensées, ça serait des fois un peu déroutant pour les autres. Et elle a trouvé du réconfort voilà, dans le Konbini, donc ces petites supérettes qui sont ouvertes pratiquement 24 heures sur 24 et qui a vraiment une autre vie dans ces échoppes. Et c'est assez plaisant. Après je trouvais que sa vie à cette jeune fille était un petit peu
pas décevante, mais c'est pas gai en tout cas. Il y a une certaine tristesse dans le fait de ne jamais pouvoir exprimer ses propres sentiments et de ne pas pouvoir être soi-même. Mais pour elle ça marche, jusqu'à un certain point bien sûr. Mais c'est une très belle histoire. Je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire dans la littérature japonaise. Et voilà, il est assez court en plus à lire. Pour le coup, là j'ai le grand format, mais il fait au moins 125 pages. Et voilà, c'était un livre que j'ai lu très rapidement pendant mes vacances, qui m'a surprise et que j'ai pas été déçue. J'ai pas été, c'est pas non plus mon coup de cœur du mois de juin, mais j'ai beaucoup aimé. Et je vous le recommande si vous l'avez pas encore lu aussi. Ensuite, on vient à un petit coup de cœur que je m'attendais pas à autant l'aimer, mais c'est un auteur qui me fait de l'œil depuis un bon moment, mais à chaque fois ses titres c'est des pavés et j'osais pas y aller. Et là en fait, c'est pour juin ou pour juillet, elle a sorti un nouveau titre. Alors il s'agit de Rus Ozeki, qui est une romancière qui est d'origine japonaise mais qui écrit en anglais. Elle a une double nationalité. Et elle a fait un tout petit texte, voilà, c'est aux éditions Belfond. Le livre fait 117 pages et le titre est Le ton d'un visage. Alors c'est un texte qui est assez surprenant aussi, qui est merveilleux. Tout part en fait d'une étude que l'auteur a vue. Alors je ne sais pas du tout si vraiment il y a un fond de vérité. Je pense, si on va en ligne, on pourra trouver des articles là-dessus. Mais en fait, à Harvard, il y a un exercice qui a été proposé par un professeur d'architecture et de l'art à ses élèves. Et elle leur a dit, bah, vous allez dans un musée, vous choisissez une œuvre et vous restez 3 heures devant cette œuvre. Vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit, toutes les premières pensées, tout, que ce soit positif ou négatif, vous notez tout. Et cet exercice, Rus Ozeki l'a trouvé assez intéressant au point de faire la même chose mais avec son propre visage. En fait, il faut savoir aussi que Rus Ozeki est bouddhiste, donc en fait elle a un hôtel à la maison où elle a mis tout ce que... En général, quand il y a un hôtel au niveau du bouddhisme, la petite parenthèse, vu que ma maman est bouddhiste, à la maison, voilà, chez mes parents, il y a un hôtel, vous avez la statue d'un Bouddha en général, et vous avez des petites choses qui représentent par exemple les 5 éléments, des bols d'eau, il y a du riz, il y a de la terre, il y a de l'encens, il y a du parfum, il y a vraiment plein de petites choses, ça peut être des coquillages, c'est des semi-offrandes en fait sur un hôtel, voilà. Et du coup, elle a un hôtel aussi à la maison, apparemment, l'auteur, et elle a décidé de remplacer la statue par un miroir. Déjà, je trouve ça assez symbolique, pour le coup. Mais c'est pas la question. Voilà, elle décide de se poser un matin, elle a prévu sa journée. Elle se pose devant le miroir, tout ça, s'installe et elle regarde son visage. Il faut savoir que Rus Ozeki, elle a une 50aine d'années, donc du coup, elle a vécu énormément de choses et elle a voulu se dire, bah, comme j'ai une 50aine d'années, bah, mon visage porte forcément des traces de ce que j'ai vécu, donc je vais étudier mon propre visage. Elle se pose, et ce qui est très intéressant au niveau de la construction du texte, c'est on commence le livre, il y a un petit prologue pour expliquer la symbolique un peu du visage, et après vous avez un chapitre qui est marqué heure 0. Et voilà, elle dit, bon bah le miroir est posé sur l'autel, là où j'exposais autrefois ma statue de Bouddha, là on est à 4 minutes et 14 secondes, bien, prête. Non attendez, il y a de la poussière sur le miroir, il faut que je le nettoie. Où est le vinaigre? Ah oui, sous l'évier. En fait, elle note tout. Et on a d'abord juste ces petits passages, ça tient sur une page ou deux à chaque fois. Et ensuite, elle commence l'expérience où elle revient sur un fait, notamment sur sa double nationalité, comment elle a grandi en tant que jeune fille, en tant qu'adolescente asiatique dans un pays qui sexualisait énormément la femme asiatique après tout ce qui s'était passé au Vietnam. Il y a plein de petites touches en fait comme ça qui interviennent. Et c'est juste bluffant, c'est un titre qui est très reposant aussi, qui donne envie de faire la même expérience. Peut-être un jour je le ferai, je ne sais pas. Mais honnêtement ça me tente bien, après 3 heures ça a l'air d'être long. Et on revient sur sa vie, mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a quand même un goût de sa plume. Parce que Rus Ozeki, elle est connue pour avoir fait plusieurs ouvrages, notamment Toute la terre et tout le ciel et Le fardeau tranquille des choses. À chaque fois elle a reçu des prix, c'est des livres, mais même le poche c'est un pavé. Et je sais que sa plume est très belle, j'ai déjà vu souvent ces titres cités notamment dans la collection de la BD, c'est Le jour où. Et c'est une BD un petit peu comme Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, des livres un peu qui font du bien ou de développement personnel. Ces titres sont des fois cités pour vraiment être beaucoup plus
ça va être bizarre de ce que je vais dire, mais être un peu plus connecté en fait avec ce qui se passe autour de nous, connecté au présent. C'est des titres qui offrent un nouveau regard sur les choses, qui sont très beaux, très émouvants et qui sont bien écrits. Et là c'était une bonne manière, je trouve, de découvrir l'auteur, parce qu'on apprenait des choses sur elle. On apprend quelques données aussi sur qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle écrivait tel et tel ouvrage, parce qu'il y en a certains où elle revient sur sa famille et qu'elle n'a pas osé à l'époque divulguer certaines choses, parce que par pudeur, par respect, pour ne pas vexer des fois aussi sa famille, elle a préféré taire certaines choses ou une manière en fait de les présenter. Et ça nous l'explique en fait dans celui-ci, et c'était très intéressant. Moi ça m'a vraiment donné envie de découvrir toute sa plume, parce que non seulement celui-là il est bien écrit, mais en plus ça a l'air d'être un auteur enfin c'est une autrice qui est vraiment, qui a l'air d'avoir une belle vie, assez riche, avec plein de choses moi qui me parlent, et du coup je vous invite vraiment à le découvrir. Il est super sympa, vraiment c'était un très beau livre et j'étais assez surprise pour le coup de ma lecture. Et le petit dernier que j'ai lu, c'est le dernier que j'ai lu, c'est pour ça que je peux vous faire cette update lecture. J'ai été un tout petit peu déçue, un tout petit peu. Il s'agit de La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama aux éditions d'Ami. Donc c'est le dernier titre sorti par l'auteur qui avait fait La bibliothèque aux rêves secrets, Le jeudi saveur chocolat, Le lundi parfum matcha. Voilà, c'est un auteur maintenant que je vous présente plus sur la chaîne, parce que je vous ai chroniqué tous ses derniers livres en fait, sauf celui-ci. Et à chaque fois j'ai jamais été déçue. Là ça a été un tout petit peu le cas, mais pour plusieurs raisons. Déjà on a une autre intention, on retrouve une veine qui est similaire à La bibliothèque des rêves secrets ou la duologie avec Le jeudi de saveur de chocolat, parce que on a des passages, alors c'est plus gros qu'un chapitre, c'est des parties plutôt de livres, où on retrouve en fait un personnage qui s'est égaré dans sa vie professionnelle ou personnelle. Il est perdu, il ou elle est perdu. Ils savent plus trop quoi faire, ils sont pas forcément compris par leur entourage, mais ils tombent sur un podcast lunaire. C'est en fait un monsieur qui fait des petits podcasts par rapport à la lune, par rapport à où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce que ça a comme influence, qu'est-ce qui va arriver dans la journée par rapport à la lune. C'est vraiment là, on est très proche de la lune par rapport à ça. Dans La bibliothèque des rêves secrets, le fil rouge c'était la bibliothèque, là c'est ces podcasts lunaires. Sinon la structure du coup reste exactement la même, ces podcasts vont permettre aux gens d'avancer dans leur vie et de découvrir des nouvelles choses et vraiment de se dépasser. Il y a des très belles leçons d'ailleurs dans celui-ci qui m'ont assez émue. Ce qui m'a moins plu, le premier détail, c'est qu'en fait ces podcasts sont sur Amazon. Et c'est clairement dit, c'est clairement répété souvent, ce sont des podcasts Amazon. Du coup je me dis bah mince, j'aurais pu trouver un autre biais quand même. Mais bon, tant pis, j'ai rien contre... En tant que libraire indépendante, ça me fait un peu mal au cœur des fois quand on parle d'Amazon. C'est juste ça, mais après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. La forêt au clair de lune, du coup, on suit d'abord une infirmière, on va suivre plein de métiers aussi différents, c'était ça que j'ai bien aimé. Et on vient même à rencontrer ce fameux monsieur qui fait des podcasts et pourquoi il en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Après ça avait une intention plus floue que ses précédents livres. C'est là où j'ai été un tout petit peu déçue aussi. Le premier, voilà, c'est que ce podcast, c'est pas un podcast que vous pourrez trouver, on va dire, facilement. En plus, il est payant et c'est lié à un abonnement Amazon. Et l'autre partie qui m'a un petit peu déçue, c'est aussi que des fois, son intention n'était pas suffisamment claire ou était presque, je vais l'utiliser, trop lunaire en fait. Des fois, ça partait un petit peu dans un sens que je n'ai pas compris et que voilà, que j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, la plume reste très belle, l'intention aussi est très belle, on découvre de belles choses, des belles leçons. Il y en a certaines qui vont parler plus à d'autres que certains lecteurs, et c'était une belle histoire, mais j'aurais aimé autre chose de la part de l'auteur à certains moments. Mais après, voilà, c'est un autre Michiko Aoyama. Si vous aimez aussi sa plume, n'hésitez pas à le découvrir. Après, je trouve que celui-ci est juste un peu en dessous de ses précédents. Et c'est tout du coup pour cet avis lecture de ces 4 livres en littérature asiatique. C'est quasiment, c'est que de la littérature japonaise, sauf voilà, Rusoseki, elle est mi-japonaise, mi-américaine. Mais sinon c'est que de la littérature japonaise. Et j'espère que
que ces chroniques vous auront plu. Si vous avez besoin d'autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Little bread and butterflies kiss the tulips, and the sun is like a toy balloon.